la rédaction, c'est Jean-Pierre Aubin, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, merci d'être avec nous dans les studios de Radio J pour parler de votre ouvrage. Il est intitulé « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». Ce livre vient de paraître aux éditions Hermann. Jean-Pierre Aubin, vous êtes un ex-inspecteur général de l'éducation nationale. Ce que vous décrivez dans votre livre est effrayant. Vous y dénoncez la montée du radicalisme dans les établissements. Vous racontez aussi notamment que beaucoup d'élèves de confession juive ont fui l'école publique pour éviter les brimades. Jean-Pierre Aubin, comment en est-on arrivé à cette situation ? Quelle est l'ampleur de la pénétration islamiste dans les écoles de la République ? Alors, moi j'avais dénoncé déjà en 2004 dans un rapport tout à fait officiel remis au ministre de l'époque qui s'appelait François Fillon, les dérives islamistes et plus généralement les dérives religieuses dans les établissements scolaires du second degré. Nous avions enquêté à une dizaine d'inspecteurs généraux pendant plusieurs mois dans une vingtaine de départements et nous avions fait ce rapport qui a été enterré par les différents ministres successifs jusqu'au moment où il a été exhumé, c'est-à-dire après les attentats de janvier 2015. Voilà. Depuis 2004, moi j'observe que, à partir notamment des chiffres remontés par le ministère lui-même, et puis à partir d'un certain nombre d'études scientifiques ou de sondages, que les choses ont empiré, se sont élargies, ont atteint le premier degré, et qu'aujourd'hui, par exemple, pour donner un chiffre, les élèves ne sont plus responsables que d'un peu plus de la moitié des atteintes à la laïcité, et que les parents d'élèves prennent une proportion de plus en plus grande, notamment dans le premier degré, à l'école primaire, et puis, chose nouvelle, 11% de ces incidents sont le fait de personnels de l'éducation nationale eux-mêmes. D'ailleurs, il y a 15 ans, vous décriviez, ça il faut le dire, des tables séparées en fonction de la religion, des filles qui sèchent les cours de piscine pour des raisons religieuses, et vous dites que désormais même le phénomène atteint l'école primaire. Oui, tout à fait. Et dans l'école primaire, je donne dans mon livre beaucoup d'exemples de choses qui peuvent paraître aujourd'hui totalement scandaleuses, notamment de la part des parents salafistes, cette exigence obsessionnelle de pureté, ce puritanisme, qui fait que des fillettes arrivent voilées à l'école à 8-9 ans, que des petits garçons font le ramadan à moins de 10 ans, et que les instituteurs, les institutrices sont assez désemparés par rapport à ce phénomène. Je donne en particulier l'exemple d'une petite fille d'origine sénégalaise qui est une excellente élève à l'école primaire, veut devenir pédiatre, dévore absolument tout ce qu'elle a à lire à l'école, mais est obligée de se voiler en sortant, et son père lui interdit, ses parents lui interdisent d'assister à l'enseignement de la musique. Vous écrivez d'ailleurs 37% des professeurs déclarent s'être auto-censurés pour éviter un incident. Qu'est-ce que cela dit de la gestion de la situation des enseignants ? Alors ça, c'est un chiffre tout à fait stupéfiant, moi-même qui m'a étonné, mais qui est issu d'un sondage de l'IFOP sur un échantillon représentatif des enseignants de l'enseignement public et qui est tout à fait fiable. Et cette proportion d'enseignants qui déclarent s'être déjà auto-censurés passe à 54% en zone d'éducation prioritaire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une majorité d'enseignants qui s'autocensurent. Et puis, lorsqu'on réfléchit un petit peu, on se dit que les instituteurs ont moins l'occasion de s'autocensurer que les professeurs du secondaire, que le professeur de mathématiques a moins d'occasion de s'autocensurer que celui de lettres ou de philosophie, et donc, dans certaines disciplines, ça doit être considérable. C'est un ancien inspecteur de l'éducation. Comment cela se passe ? Ils sont encadrer ces professeurs, on leur donne des conseils pour gérer une classe où tout cela n'existe pas. C'est une des raisons que j'analyse dans mon livre de cette situation catastrophique, c'est le manque de formation des enseignants. Aujourd'hui, 6% des enseignants en fonction déclarent avoir reçu une formation à la laïcité, et par rapport aux jeunes enseignants qui sont formés en INSPE, c'est-à-dire à l'université aujourd'hui, 25% déclarent avoir reçu un enseignement sur la laïcité, et la moitié de ces 25% déclarent qu'elle était de mauvaise qualité. Et de plus, quand on sait, moi j'ai enseigné à l'université jusqu'à l'an dernier, justement pour ces futurs enseignants, quand on sait que ces enseignements ne sont pas véritablement des formations à gérer les incidents, mais plutôt des enseignements théoriques, académiques sur la laïcité, avec des aspects historiques, philosophiques, mais que
très très peu d'enseignants sont formés à gérer concrètement l'incident qui se produit dans la classe, le dérapage verbal de tel ou tel élève, la démarche tout à fait irrecevable, en tout cas problématique de certains parents, etc. Et donc il se trouve la plupart du temps, comme je l'explique dans un chapitre qui leur est consacré dans mon livre, démunis. C'est le désarroi qui domine aujourd'hui chez ces enseignants. Et concernant l'autocensure, évidemment, là, on a pratiquement pas de remontée parce que les enseignants qui s'autocensurent, évidemment, ne le proclament pas sur les toits. Jean-Pierre Robin, vous comprenez les parents d'élèves juifs qui enlèvent leurs enfants de l'école de la République? Ils ont raison de le faire? Je pense qu'ils y sont contraints surtout, parce qu'ils ont peur. Et que certains ont vu leurs enfants menacés, voire être l'objet de violences. Moi-même, je le raconte, c'est le début de mon livre, je raconte ma prise de conscience de ce phénomène de l'islamisme en 1996, dans un collège de Lyon, le collège Longchambon, dirigé par un principal qui s'appelait à l'époque Jean-Paul Chiche, et qui me dit « Monsieur l'inspecteur général, je dois vous dire que mes 2 derniers élèves juifs sont partis cette semaine. » Et je tombe des nues, je comprends pas de quoi il parle, je le fais parler, et il m'explique assez longuement ce quartier, le quartier des États-Unis, construit au moment du rapatriement des Français d'Algérie, dont un grand nombre de juifs qui avaient choisi d'habiter là, et ensuite l'arrivée de nouvelles vagues migratoires, notamment maghrébines, et la situation de ce grand nombre d'élèves juifs qu'il avait, qui sont partis progressivement. Et ces 2 dernières familles, les plus républicaines, me dit-il, ont résisté jusqu'au moment où ce n'était plus possible. Lui-même avait fait cesser les agressions à l'intérieur du collège par des conseils de discipline, des exclusions temporaires, voire définitives, mais ils étaient toujours agressés sur le chemin du collège. Et là, je me trouve confronté à l'omerta du rectorat qui recasait les élèves discrètement dans des établissements entre guillemets protégés du centre-ville, où d'autres parents partaient dans l'enseignement catholique, peut-être déjà dans l'enseignement juif, et personne, on gardait le silence sur cet aspect des choses. Moi-même, j'ai essayé d'alerter au niveau national mes collègues chargés du rapport, puisque je participais à un rapport sur les ZEP à ce moment-là, et mes collègues inspecteurs généraux qui rédigeaient le rapport n'ont pas retenu mon alerte. J'ai cherché à prévenir des journalistes. Ils m'ont demandé si j'avais des chiffres. Évidemment, il n'y en avait pas. Si je pouvais donner le nom du collège, évidemment, je ne le pouvais pas. Et donc, on est resté dans l'omerta complète jusqu'à la publication du livre de Bensoussan sur les territoires perdus de la République en 2002, et puis notre rapport d'inspection générale en 2004. Un sondage IFOP, 26% des Français musulmans entre 15 et 24 ans n'expriment pas de condamnation à l'égard des auteurs des attentats de janvier 2015. Ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas malheureusement, parce que j'ai des chiffres un peu semblables dans les études sur l'école et sur la jeunesse musulmane que je publie dans mon livre, qui sont d'ailleurs des chiffres qu'on peut avoir en regardant sur Internet, etc., mais qu'on n'a jamais vraiment diffusés. Et pour reprendre les chiffres de Hakim El-Karoui dans son rapport sur l'Institut Montaigne, on voit que si 25% des musulmans de France vivent ou sont favorables à sont favorables à des règles ou suivent des valeurs qui sont contraires aux règles ou aux valeurs de la République, cette proportion se monte à 50% chez les plus jeunes. Et on retrouve toujours cette différence entre ce que pensent les musulmans dans leur ensemble et ce que pensent et ce que vivent les plus jeunes d'entre eux, qui sont beaucoup plus radicaux dans leur expression ou dans leur comportement. Et ça, on le voit évidemment à l'école. Et vous considérez qu'il y a une coupure au sein de la société française? Elle est profonde, elle est irrémédiable? À quel point de vue, pardon? Eh bien, cette différence entre les jeunes musulmans et les autres, il y a une vraie... Alors, c'est une coupure à l'intérieur de la population musulmane, oui, effectivement. Elle est irrémédiable? J'espère que non.
encore faut-il réagir, encore faut-il prendre conscience du problème et changer un petit peu, sans doute beaucoup même de stratégie. Je pense que l'école est l'endroit évidemment le déterminant en matière d'éducation, donc pour changer ce point de vue, changer cette appréhension de la société française. Vous citiez le sondage sur Charlie Hebdo, mais ce sondage, il y a d'autres réponses qui sont également très très préoccupantes. Très préoccupantes. Clairement, il y a une régression pour vous. Allez. Il y a une régression, je ne sais pas si c'est une régression, parce que régression, ça veut dire revenir en arrière. On n'aura jamais connu ça, en fait, dans le passé. Il y a une dynamique de l'islamisme que j'analyse dans mon livre, avec des études. Il y a une véritable dynamique qui fait pendant à l'autre grande dynamique de la société française et des sociétés occidentales, qui est la dynamique populiste. Et ces deux dynamiques populistes d'extrême droite et islamistes, en fait, sont en conjonction. Elles s'alimentent l'une l'autre et elles adoptent au fond le même point de vue sur l'islam, à savoir, il n'y a pas de différence entre islam et islamiste, disent les populistes, et disent évidemment les islamistes. Et ils se rejoignent pour, au fond, à travers cette vision, cette représentation de la société, pour prôner une société d'apartheid, c'est-à-dire chacun dans sa communauté, chacun avec les siens, la pureté des uns préserve de la pureté des autres, et donc ces deux dynamiques aujourd'hui qui sont des dynamiques fortes, pas seulement dans la société française, mais dans les sociétés occidentales, s'entretiennent l'une l'autre. Et c'est ça qui est inquiétant. Il faut donc lutter à la fois contre l'une et contre l'autre. Merci infiniment, Jean-Pierre Aubin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ». Celui revient de paraître aux éditions Hermann.